Un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité d'aujourd'hui. Il y a tout d'abord l'édition 2023 du Congrès et exposition sur l'eau et le développement de l'Association internationale de l'eau. Au sommaire également, il y a l'affaire Twahirwa Eva Savose à la Cour d'assises de Bruxelles qui a réaffirmé ce lundi que le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 est l'aboutissement d'un plan préparé depuis des années pour exterminer tous les Tutsis. À l'international, nous reviendrons sur l'Organisation mondiale de la santé qui réclame une aide humanitaire immédiate face à la situation catastrophique dans la bande de Gaza et à Rafah. Bonjour et restez avec moi, Amandine Dikoumassabo. Je reviens dans un instant pour les détails de l'actualité. Bienvenue encore une fois, c'est la télévision rwandaise et nous commençons l'actualité parlant de la distribution d'eau de l'Office rwandaise de distribution d'eau et d'assainissement WASAC qui indique que jusqu'en 2050, il faudra au moins chaque année une enveloppe de 400 milliards de francs rwandais pour assurer une bonne gestion de l'eau. Les organes ayant la gestion et la distribution d'eau dans leur attribution estiment que les instances de prise de décision devraient mettre en place des projets à long terme pour que les pays du monde entier pour atteindre donc l'autosuffisance en eau. Cette indication est faite au moment où dans les pays d'Afrique, particulièrement 50% d'eau traitée sont perdues sans atteindre donc les consommateurs. Le directeur général de l'Association internationale de l'eau, Tom McLaughlin, indique que les objectifs de développement durable dans le cadre de l'hygiène et assainissement ne seront atteints que si le monde est solidaire. Au Rwanda, l'accès à l'eau potable est à hauteur de 82%. Le directeur général de WASAC s'exprime à ce propos. Ku bufatanye na Afurika na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere Africa Development Bank. En collaboration avec la Banque africaine de développement, vous savez qu'elle a approuvé une somme d'argent pour mettre en exécution certains projets urgents, surtout dans environ 10 districts, c'est-à-dire Nyaruguru, Huye et Gisagara en province du Sud. C'est un projet immense et nous espérons que tous les habitants auront accès à l'eau potable. En province de l'Est, il y a les districts de Gatsibo, Kayonza et Ngoma. En province du Nord, le district de Gicumbi, mais également ils vont nous aider pour que l'usine d'épuration d'eau de Nzove dans la ville de Kigali soit réhabilitée et qu'elle puisse bien fournir l'eau dans la ville de Kigali où il y a 3 districts ayant besoin d'avoir accès à l'eau potable. Comme nous avons actuellement suffisamment d'eau tant à l'usine de Nzove qu'à celle de Kanzenze, ce qui est urgent maintenant, c'est l'agrandissement des canalisations pour atteindre les habitants parce que nous avons un problème de canalisation vétuste et celui de canalisation de faible capacité ne pouvant plus fournir l'eau à ceux qui en ont besoin. Vous voyez que le Rwanda va vite en matière de développement où des immeubles avec 20 ou 30 appartements chacun sont construits et dont le besoin en eau avait été prévu pour tous les habitants du quartier mais consommés par un seul immeuble. Soulignons qu'en procédant à l'ouverture officielle de cette édition 2023 du Congrès Exposition sur l'eau et le développement de l'Association internationale de l'eau, le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasole, a indiqué que la population mondiale a impérativement un rôle à jouer dans la préservation de l'eau en tant que ressource naturelle, surtout qu'elle est l'un des éléments essentiels pour la vie. Kassim Youssouf. Lors de l'ouverture des travaux de la 7e conférence internationale de l'eau, le directeur général de la Société rwandaise de l'eau et assainissement WASAC, le professeur Munyaneza Omar, a présenté le progrès que le Rwanda a réalisé dans la distribution de l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des canalisations où depuis longtemps l'eau n'y coulait plus, des bornes fontaines qui furent opérationnelles juste au moment de l'inauguration
Et c'est maintenant notre devoir dans le cadre des réformes qui ont été opérées et nous avons bénéficié de plus de personnel pour répondre à temps à tout problème de canalisation nécessitant une réparation et la connexion rapide. Pour accélérer les activités, des branches ont été mises en place partout dans le pays. Le directeur de l'Association internationale de l'eau, Tom Molenkov, souligne que la contribution des gouvernements est essentielle dans la mise en place de la législation régissant la bonne gestion de l'eau. L'essentiel des réunions de haut niveau comme celle-ci, c'est qu'elles n'accordent pas l'opportunité qu'aux seuls agents techniques, mais constituent aussi une plateforme pour les décideurs et la société civile. Donc, le débat qui rassemble toutes ces catégories de personnes permet que certaines choses soient mises rapidement en exécution et c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Le ministre des Infrastructures, le Dr Jimmy Gasore, a exhorté les participants à cette conférence à jouer un rôle dans les activités visant la sauvegarde de l'eau en tant que ressource naturelle dont le monde a besoin pour sa survie. Permettez-moi de rappeler que l'eau est l'une des ressources naturelles non suffisantes et très nécessaires dans différentes activités de développement. Nous avons notamment besoin de l'eau à boire, de l'eau à utiliser dans la production de l'électricité, dans l'agriculture et l'élevage, la santé et autres. Compte tenu du changement climatique, nous sommes invités à être solidaires pour préserver cette ressource naturelle vitale dans des activités de développement. Cette conférence se tient au moment où l'accès à l'eau potable au Rwanda est à hauteur de 82,3%. Les stratégies nationales de transformation NST1 prévoient entre autres que, pas plus tard que l'année prochaine, l'accès à l'eau potable sera de 100%. L'accusation dans l'affaire Twahirwa et Bassa-Bossé à la cour d'assises de Bruxelles a réaffirmé ce lundi que le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 est l'aboutissement d'un plan préparé depuis des années pour exterminer tous les Tutsis, indication faite à l'ouverture des répliques dans ce procès. Le point avec Jean-Damascène Manichim. L'audience de ce lundi était largement consacrée aux répliques après les plaidoiries de vendredi dernier. L'accusation entendue en premier a montré à la Cour que le génocide visait l'extermination des Tutsis au Rwanda en 1994 et les rares Tutsis qui ont survécu ont échappé au massacre dans des conditions extrêmes. Il a indiqué que les survivants ont pris le courage de témoigner des atrocités qu'ils ont vécues, même si c'est pénible alors que les responsables du génocide, eux, préfèrent garder silence pour cacher la vérité sur le génocide. Le procureur a loué le travail des juges d'instruction qui ont approché toutes les catégories de personnes en lien avec le procès, rejetant ainsi les propos de maître Vincent Vocado Séraphin Twahirwa qui avait auparavant mis en cause les enquêtes menées par les juges d'instruction. Le procureur a montré que les juges d'instruction ont visité tous les lieux de massacre cités dans l'acte d'accusation, ajoutant qu'ils ont également approché les personnes susceptibles de donner des informations, y compris les personnalités citées par la défense. Il a rappelé que l'arrestation de Séraphin Twahirwa est le résultat d'une franche collaboration entre les instances judiciaires rwandaises et belges. Même si ce procès se tient environ 30 ans après les faits, son organisation reste d'une importance particulière du moment qu'il s'agit du crime des crimes, le génocide qui est imprescriptible, a martelé le procureur. Il a rappelé au jury qu'après 2 mois d'audience, il dispose maintenant de tous les éléments nécessaires pour connaître la vérité sur le génocide des Tutsis au Rwanda. L'accusation est également revenue sur le négationnisme du génocide qui se manifeste aujourd'hui. Il a fait remarquer qu'à l'heure actuelle, personne ne devrait oser mettre en cause la réalité du génocide des Tutsis, tant les preuves sont irréfutables, et au procureur de souligner que dans la répression du crime de génocide, il ne s'agit pas seulement de considérer les auteurs, mais aussi les complices de ce crime. L'accusation a expliqué que la responsabilité dans le génocide ne s'arrête pas uniquement aux actes concrets, mais s'étend aussi aux paroles, aux appels au massacre et aux incitations
au meurtre. Celui qui incite au massacre, même sans y aller lui-même, est aussi coupable que l'auteur lui-même. Concernant Serafet Kwahilwa en personne, le procureur a montré que non seulement il détestait les Tutsis, mais enseignait et propageait aussi la haine contre ces derniers. L'accusation a également fait allusion à la création de la tristement célèbre radio-télévision libre d'Émile Collines RTLM, qui propageait des discours de haine contre les Tutsis et d'incitation au massacre des Tutsis. Il a rappelé qu'après le président Habyarimana, Bassabossé est le deuxième actionnaire de cette radio avec un montant de 600 000 francs rwandais à l'époque, alors que le président lui avait donné un montant de millions de francs rwandais. Ces actions, a-t-elle dit, ont permis à la RTLM d'accomplir ses visées macabres de propager la diabolisation des Tutsis, ce qui a culminé avec la mort de plus d'1 million de vies innocentes. Pierre Bassabossé a mobilisé ses fonds pour soutenir les programmes du MRND dont l'extermination des Tutsis a indiqué l'accusation. S'exprimant à son tour, maître André Martin Karongozi des partis civils a réfuté les arguments de l'avocat de Bassabossé, maître Flamme, qui avait déclaré initialement à la cour que le FPR est plutôt le responsable du génocide. Un tel langage n'a aucun fondement et ne contient rien de vérité, a indiqué maître Karongozi, avant d'ajouter que le plan génocidaire existait bien avant 1994, ce que démontre entre autres les discours de Léon Mugesera, qui appelait au massacre des Tutsis qu'il considérait comme étrangers, et Nalibi pour les massacrer, a montré maître Karongozi. Et à ce dernier de conclure, accuser le FPR de génocide, comme l'a fait maître Flamme, est un cynisme de haut niveau. 29 ans après le génocide, les survivants peinent encore à trouver leurs proches pour les inhumer en dignité, ce qui ne fait qu'aggraver davantage les souffrances, a indiqué maître Karongozi, avant de demander au jury de donner justice aux survivants et moyen d'alléger leurs souffrances et de redonner la dignité à plus d'1 million de vies innocentes et sauvagement massacrées pendant le génocide des Tutsis en 1994. Après les répliques des parties, la parole sera donnée aux accusés, après quoi suivra la délibération de la Cour, avant qu'elle ne se prononce sur le sort réservé aux accusés. De la justice à la religion, parlons du Conseil interreligieux rwandais, siglé en anglais, qui se dit satisfait des résolutions issues des discussions qu'ils ont récemment menées avec le gouvernement, des résolutions donc qui sont présentées comme solutions durables qui conviennent aux deux parties relatives à la gestion des lieux de culte et des écoles dont la gestion est partagée en tant que partenaire en matière de l'éducation. Kassim Youssouf. L'un des problèmes épineux qui préoccupait les confessions religieuses était la fermeture inopinée des lieux de culte ne remplissant pas les conditions exigées, situation qui affectait beaucoup les fidèles. L'inspection que les instances de base réalisent pour s'assurer que toutes les conditions exigées sont remplies et inopinées, comme si l'on cherche à prendre en défaut celui qui est concerné. Dans le cadre d'un bon partenariat, cet état de choses doit être perfectionné et nous avons récemment été surpris par la décision de la ville de Kigali de fermer des lieux de culte, des mosquées et des églises. Ça nous a surpris et inquiétés alors que la raison de fermeture pourrait peut-être être évidente. La ville de Kigali a convoqué après une réunion a fait qu'on présente un rapport sur cette fermeture des lieux de culte. Dans le cadre d'une bonne gestion, il faut au préalable discuter. Les fidèles indiquent qu'ils ne voient rien de mal dans la fermeture des lieux de culte ne remplissant pas les conditions exigées, mais estiment que le problème est de le faire de manière subite. Si on le dit avant et que les fidèles soient au courant qu'ils ne mettent pas en exécution la loi et les instructions, et on sait que dans le pays, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, il faut nous parler pour que nous puissions mettre en exécution ce qu'on nous demande. Après les discussions qui ont rassemblé les représentants des confessions religieuses et l'agence rwandaise de gouvernance RGB, il a été décidé qu'aucun lieu de culte ne sera plus fermé inopinément. Ce que cette réunion a recommandé, c'est qu'il y aura toujours au préalable des discussions. C'est en fait notre compromis
et je trouve que c'est une bonne voie. Monseigneur Philippe Rukamba indique en outre qu'une ligne a été fixée pour lever le désaccord qu'on observe en matière de gestion des écoles entre les confessions religieuses et le gouvernement. Il y a en fait deux instructions qui s'entrecroisent, deux choses évidentes et compliquées. Primo, si on dit qu'une école est de la confession catholique, son directeur ne peut pas être infidèle d'une autre confession, tout comme les autres membres de la direction. S'il s'agit d'une école des sœurs, on ne peut pas y mettre même des prêtres, à moins que les sœurs soient déplacées ailleurs. Le gouvernement est d'accord avec cela. Les discussions maintenant concernent les chargés de discipline et c'est là où il y a un point d'achoppement, mais le processus va bon train. Concernant les directeurs, c'est fini et nous pouvons proposer des candidats sans problème. Les confessions religieuses sont satisfaites que les deux points qui faisaient l'objet de désaccords avec le gouvernement aient trouvé des solutions durables. Le centre biomédical du Rwanda indique qu'en plus d'être une activité de divertissement, le sport permet de cultiver la résilience et d'entretenir la santé mentale. Indication faite au terme d'une compétition qui avait mise aux prises les jeunes membres de l'association des étudiants rescapés du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. C'est ce qu'explique Claire Nancy Misago du centre biomédical du Rwanda. On a commencé cette campagne de sensibilisation en santé mentale, justement pour améliorer l'information en santé mentale à partir des jeux, à partir des conversations en public, à partir des débats publics comme ça avec les jeunes, dans l'objectif d'améliorer l'information en santé mentale, d'améliorer les connaissances de la population en général. Et on pense qu'avec toutes ces activités qui continuent, on pourra améliorer l'information et l'accessibilité aux services de la santé mentale en général à partir des activités en public, en masse et en sport comme ça pour améliorer l'information et l'acquisition de l'information en santé mentale. En informant une population comme ça, surtout la jeunesse, on espère bien que le message est bien passé à partir des jeux, des activités, des sports. Et on pense qu'avec l'amélioration de l'information, les gens pourront être capables de changer le comportement, surtout avec cette utilisation excessive de l'alcool chez les jeunes et des drogues. Et on pense que le changement de comportement, c'est un processus plutôt qu'un événement. Et petit à petit, les gens pourront comprendre et changer de comportement, comprendre et utiliser les services de santé mentale pour des cas qui ont des problèmes de santé mentale et à temps, et pourront améliorer le comportement de gestion des problèmes de santé mentale dans la communauté et dans la famille. Oui, on apprécie beaucoup. Et ça continue. C'est un processus qui continue de la mobilisation de la communauté, de la famille autour des problèmes de santé mentale. Depuis 2014, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad avaient créé le G5 Sahel dans l'optique d'unir leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cette organisation tend pour le moment vers sa disparition avec le désengagement de ses membres. Pour comprendre cette situation, notre confrère Jean-Damascène Manéchimé a rejoint tout à l'heure depuis Cotonou au Bénin Paul Amossou, directeur de publication du quotidien La Nation. Il commence par nous dire pourquoi le G5 Sahel a échoué. Suivez. G5 Sahel est depuis plusieurs années déjà frappé d'une mort, je dirais, cérébrale. Et les derniers développements qu'on a connus n'ont fait que entériner cet état de fait. Et si le G5 Sahel, ses objectifs sont louables parce qu'il s'agit de lutter contre
l'insécurité, le terrorisme dans la région du Sahel. Oui. Et malheureusement, ce regroupement-là a eu quelques difficultés, deux essentiellement. Il n'a pas eu la structuration qu'il fallait. Déjà parce que pour constituer une force militaire conjointe, il faut qui puisse avoir de la réussite, il faut déjà avoir mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui a déjà manqué au G7, oui, malgré les sollicitudes de la France à cet effet. Et donc, mandat de l'ONU signifie de facto également du financement pour appuyer les actions d'une telle force. Donc, le mandat n'étant pas au rendez-vous, forcément, le financement fait défaut, puisque à sa création, on estimait à environ un demi-milliard d'euros, oui, de moyens à mobiliser pour pouvoir réussir la mission. Et malheureusement, ce financement n'a pas fait suite. L'Union européenne a fait un effort substantiel qui se oscille autour du 5e des moyens nécessaires pour pouvoir rendre opérationnel le G5 Sahel. Donc, il y a la structuration d'une part et puis surtout les moyens de financement qui ont fait défaut. Et alors, Paul, on parle de cette dissolution du G5 Sahel. Est-ce que cela ne risque-t-il pas de donner libre cours plutôt au terrorisme? Le G5 est parti pour disparaître et suite au retrait du Mali déjà en 2022. Et là, récemment, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés, oui, du G5 Sahel et on peut difficilement leur reprocher cette posture-là parce que dans leur communiqué, ces deux États ont parlé d'une organisation qui peine à atteindre ses objectifs, oui, et des lourdeurs institutionnelles et des pesanteurs de nos âges pour justifier légitimement leur retrait. Et donc, je suppose que c'est les dirigeants de ces États, aussi bien au Mali, au Niger, comme au Burkina Faso, qui sont des militaires et qui sont dans l'avènement coïncide avec des putsch qui ont été opérés à la tête dans ces États-là. Oui. L'une des justifications, justement, des militaires qui ont accédé au pouvoir suite à ces putsch était que la lutte contre le terrorisme patinait et que on suppose, à tout le moins, qu'avec leur événement, la lutte contre les djihadistes, la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel devait prospérer. On attend de voir sous quelle forme cela va se faire. Et on pourrait se demander, est-ce qu'ils ont des mécanismes alternatifs pour contrer cette menace terroriste? Bon, pour l'instant, on s'en tient à leur déclaration. Déjà, si le G5 Sahel a peiné, je l'ai dit tantôt, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers. Oui. Et aucun de ces États n'avait déjà, depuis sa création il y a 9 ans, contribué financièrement. C'est des États pauvres, aussi bien le Niger, qui est l'un des États les plus pauvres au classement du Programme des Nations Unies pour le développement, oui, le Burkina et le Mali, idem. Et donc, leur statut n'a pas changé. Ces États n'ont pas de ressources, de moyens nouveaux pour pouvoir prétendre à mieux que par le passé financer la lutte contre le terrorisme dans cette région qui a pris une forme pernicieuse et comme on l'a observé ces dernières années. Donc, on attend de voir ce qu'il va en être et d'autant plus que l'aide au développement des pays les plus développés n'est plus au rendez-vous suite justement à ces coups d'État qui ont été perpétrés ces dernières années. On reste dubitatif et assez sceptique quant à la concrétisation, à la réussite de cette lutte-là dans le Sahel contre le terrorisme. Oui, Paul Amoussou, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci et à bientôt, avec plaisir. Oui, je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien La Nation au Bénin. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est par ici que prend fin notre édition. Un rappel sur quels étaient les grands titres. Il y avait tout d'abord l'édition 2023 du Congrès et exposition sur l'eau et le développement de l'Association internationale de l'eau.
Au sommaire également, on est revenu sur l'accusation dans l'affaire Twahirwa et Bassabossé à la cour d'assises de Bruxelles, où il a été réaffirmé ce lundi que le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 est l'aboutissement d'un plan préparé depuis des années pour exterminer tous les Tutsis. À l'international, nous avons parlé de l'Organisation mondiale de la santé qui réclame une aide humanitaire immédiate face à la situation catastrophique dans la bande de Gaza et à Rafah. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.